m'appelle Mestouaï Abdilaï. J'ai fait des formations de sociologie d'abord à l'université d'Antananarivo et ensuite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est ce qui m'a valu le statut ou le titre de sociologue de formation. J'ai exercé comme d'abord journaliste, ensuite comme chargé de communication à l'Union des Saint-Loup, à l'Union des chambres de commerce, avant de devenir aujourd'hui directeur de cabinet du vice-président chargé du ministère de l'économie, du plan, de l'énergie, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme, des investissements, du secteur privé et des affaires foncières. Vous savez, le grand mariage constitue en moi, j'ai pas envie de dire mon thème de recherche, mais mon combat se résume vraiment sur la lutte contre le grand mariage. Depuis ça va faire bientôt 10 ans, j'ai compris qu'il ne peut pas y avoir un réel développement des Comores si le grand mariage constitue une fin en soi chez le Comorien en général, le grand Comorien en particulier. Nos gouvernements respectifs peuvent déployer tous leurs efforts, mais s'il y a un système qui se place au-dessus de tout, s'il y a un système qui fait que le Comorien ou le grand Comorien est appelé à dépenser plus qu'il gagne, il y aura toujours blocage. Donc j'ai compris que le grand mariage, c'est vraiment un cancer. C'est un cancer qui bloque le développement individuel, le développement de la personne, le développement de notre société, mais également le développement de tout le pays. Donc j'ai toujours voulu inviter les uns et les autres à prendre conscience que le grand mariage aujourd'hui, ou le système même du grand mariage, est incompatible avec le développement. Donc où je serai, partout où j'aurai la parole, ma première dénonciation serait de dire que le grand mariage constitue un fléau, c'est un cancer. Donc ne soyez pas surpris que je parle du grand mariage dans mon deuxième livre, parce que même dans le premier, Honneur ou Bonheur, j'ai dénoncé le grand mariage, j'ai essayé de montrer que le grand mariage, c'est l'ennemi de la scolarisation de nos enfants, c'est l'ennemi de notre santé, c'est l'ennemi de l'amour de deux personnes qui veulent s'aimer, c'est l'ennemi de tout, quand même, de tout processus visant à l'épanouissement ou le développement de l'individu. J'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai animé beaucoup de conférences dont l'objectif c'était de dénoncer le grand mariage. Bon, je ne peux pas vous dire quel est le thème de mon prochain ouvrage. J'ai déjà 3 à 4 textes qui attendent la publication dans tous ces thèmes. Bon, il y a un que je parle purement de politique et un autre que je parle carrément d'amour, mais pas de l'amour amour propre au sens des sentiments. Il y a un que je parle encore une fois du grand mariage. Bon. Maintenant, je ne sais pas lequel je vais essayer de privilégier pour la publication. J'ai des missions au niveau du pays qui font que j'accorde moins de temps maintenant à ce travail intellectuel. Je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais je pense que dans un futur très proche, je vais procéder à la publication de mon 3e ouvrage. Tous ceux qui ont fait Maurice, tous ceux qui ont fait les Seychelles, ont compris que nous avons des atouts beaucoup plus naturels par rapport à eux. Et pourtant, il y a un blocage. Chaque expert ou chaque spécialiste peut tenter de donner une explication par rapport à ce blocage, mais en ce qui me concerne, je place au-dessus de tout le communautarisme.
le communautarisme qui s'accompagne d'un esprit qui s'appelle l'esprit d'honneur, chez les grands Comoriens surtout. Si les gens ne se rendent pas compte que le développement ne doit pas être fonction des sentiments communautaires, on sera toujours là. Si le patriotisme n'arrive pas à prendre le dessus du communautarisme, on sera toujours là. Si le Comorien, diplômé ou pas, instruit ou pas, intellectuel ou pas, n'est pas conscient que le développement de notre pays doit être priorisé par rapport à l'amour envers le village, aux applaudissements qu'on reçoit de part et d'autre au niveau du village ou au niveau de la région, on va rester là. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, l'insertion professionnelle se fait sur des bases communautaristes. Les mariages, le choix politique, tout se fait sur la base des choix communautaristes. Cela ne nous aide pas. Si avant d'aller dans une entreprise publique pour chercher un service, pour demander un emploi, la première question c'est de se demander est-ce que dans mon village il y a quelqu'un qui travaille là-bas, pour que tu puisses t'adresser à lui, ça veut dire que le blocage sera toujours là. Donc, s'il y a un mal à combattre, ça doit être d'abord le communautarisme. Donc, le communautarisme entraîne aussi le système du grand mariage, parce que la communauté aujourd'hui, où la force de la communauté est plus forte que l'amour de la patrie. Aujourd'hui, quand tu votes quelqu'un, tu le votes parce qu'il est issu de ton village ou de ta région. Et quand tu accèdes au pouvoir, tu as besoin de rendre l'ascenseur. Ça ne veut pas dire que c'est une théorie qui est valable pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, je suis mieux placé pour dire qu'il y a des gens qui voient autrement. Je suis le directeur de cabinet du vice-président. Un vice-président qui n'est pas de mon village que moi. Je ne suis pas de sa région. Je n'ai pas battu campagne vraiment à côté de lui, même si on a voté pour le colonel Azali tous deux, mais il a porté le choix sur moi. Ce que beaucoup n'ont pas l'habitude de faire, parce que quand tu prends un directeur de cabinet, tu as besoin de prendre quelqu'un de votre village, de votre localité, de votre région à la limite. Et aujourd'hui, son Excellence Jafar Ahmed Saïd Hassan a décidé de faire autrement. Et peut-être il n'est pas le seul. Il voulait quelqu'un qui pourrait peut-être l'accompagner. Quelqu'un qui pourrait peut-être lui faire confiance. Quelqu'un peut-être à qui il peut compter. C'est lui seul qui connaît les raisons exactes qui ont fait qu'il a porté son choix sur moi. Ce n'est pas à moi de dire qu'il m'a choisi parce que je suis tel ou je suis tel. Mais ce que j'ai observé, c'est le fait que je ne suis pas de son village, je ne suis pas de sa région, et on n'était pas des copains. On était peut-être des amis, mais on n'était pas copains. Je ne suis pas son copain. On n'a jamais mangé ensemble auparavant. Je n'ai jamais mis mes pieds chez lui avant. Je connaissais son bureau parce qu'on a eu à travailler pendant des années. J'ai eu à être comme un disciple devant lui, mais on n'était pas vraiment copains. Je suis devenu directeur de cabinet et c'est après que je suis où il habite exactement. Donc c'est extraordinaire. Donc je crois au changement. Mais il faut être convaincu que si la plupart des Comoriens continuent à penser que le village est au-dessus de la nation, il y aura toujours blocage. Et je pense que ce blocage entraîne, c'est-à-dire le blocage entraîné par le communautarisme, entraîne un blocage aussi au niveau de la justice, entraîne un blocage au niveau de tout appareil de lutte contre la corruption, et ça entraîne effectivement l'impunité. Voilà. Donc si on veut prendre Maurice et Seychelles comme modèle, essayons de dépasser le communautarisme.
En 2007, je pense, il y a de cela 9 ans, j'ai publié un article qui a choqué plus d'un. Le titre était « Peut-on être en même temps grand notable et intellectuel ?» Parce que personnellement, je suis convaincu que tu ne peux pas prétendre être intellectuel et chercher à déployer tous vos efforts pour devenir un grand notable. C'est-à-dire pour avoir la bénédiction du notable, pour avoir la bénédiction totale de la communauté. Parce qu'il faut se dire une chose, quand tu es intellectuel, tu crois en des valeurs scientifiques, tu crois à ton profil, tu crois à la science d'une manière générale. Donc vous n'avez pas besoin de faire des activités dans le seul but d'être applaudi. Tu vises le développement, tu vises le changement. Et pourtant, le discours du notable est un discours mensongère, il faut le dire. C'est quelqu'un dont l'objectif c'est d'atteindre un objectif qui est loin d'être un objectif scientifique. Donc aujourd'hui, il y a confusion des termes. Il y a des gens qui s'appellent, qui ont le kilo même de s'appeler intellectuels parce qu'ils ont des diplômes. Et il faut faire la part des choses. Être cadre, être intellectuel. Quand tu fais des formations supérieures, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, où tu exerces une fonction de direction, on peut vous appeler cadre. C'est un statut qui vous revient de droit. Mais pour être intellectuel, il faut un engagement. Il faut des sacrifices. Il faut des efforts. Il faut accepter d'avoir des jugements objectifs, mais ne pas apparaître toujours comme quelqu'un qui s'oppose systématiquement à un projet, à une idée parce qu'il émane de tel ou il n'émane pas de tel. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de remettre en cause l'existence d'une élite intellectuelle dans le pays, mais je regrette que cette élite-là soit mise au silence. On ne dénonce pas. Les gens se contentent de faire des débats qui n'ont rien à voir avec la construction d'une société juste et qu'aujourd'hui, les non-intellectuels sont en train de prendre le dessus. Et ceux qui parlent, ceux qui ont le courage de s'exprimer, sont en train de gagner le terrain sans pour autant qu'on ait la faculté de pouvoir distinguer la véracité de la communication, sans pour autant que la majorité ait le droit et la possibilité de pouvoir distinguer les portées et les limites de ce discours. Donc je regrette aujourd'hui que je vois pas mal de cadres qui sont censés être des intellectuels, qui supposent que des gens qui ne savent ni lire ni écrire constituent leur nord, tout simplement parce qu'ils ont accompli le grand mariage. Donc, je dois dire haut et fort, quelqu'un que je vois engagé, je n'ai pas dit quelqu'un qui a accompli le grand mariage, quelqu'un qui croit que le grand mariage doit être au-dessus de tout, je refuse de le considérer comme un intellectuel. Donc moi, ce que je peux inviter les gens qui se considèrent comme tels, comme intellectuels, de s'engager d'une manière effective afin que leur engagement puisse quand même produire des résultats. Et l'engagement qu'on demande aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de les inviter à tuer le notable. Quand je dis tuer le notable, ce n'est pas partir avec des armes ou des couteaux, enlever la vie de ces gens-là, mais c'est faire en sorte que l'intellectuel retrouve sa liberté au niveau du pays. Vous savez, quand il y a des gens, quand on leur a dit que je suis nommé directeur de cabinet, ils n'ont pas cru. Parce qu'ils voyaient en moi
Un homme, bon, j'ai pas envie, moi j'ai jamais eu envie de m'appeler intellectuel, mais ils voient en moi un homme autonome, libre et indépendant. Et pour eux, être directeur de cabinet, c'est devenir un petit esclave, entre guillemets. Si j'ai accepté de devenir directeur de cabinet, ce n'est pas parce qu'on m'a proposé de le devenir. Parce que si c'était le directeur de cabinet peut-être de quelqu'un d'autre, je pouvais dire non. Mais je connais la personne, je connais ses idées, je connais ses projets, et je sais que je n'ai pas et je n'aurai pas vraiment affaire avec un homme qui a des idées contradictoires aux miennes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il peut y arriver des fois qu'il prend des décisions qui ne sont pas compatibles avec mes convictions personnelles, mais ça arrive. Je ne peux pas supposer que je suis le plus intelligent du monde. Je ne peux pas supposer que c'est moi qui porte les belles idées. Mais pour vous rassurer, Jafar Ahmed Saïd Hassan, c'est un homme que je connais très très bien. Et je connais ses idées, je connais ses convictions. Et à les comparer avec mes convictions personnelles centrales, parce qu'il y a des convictions qui peuvent ne pas être quand même influentes par rapport à ma conviction générale. Je sais que c'est quelqu'un, j'ai confiance, je connais ses projets, je connais son idéologie, et je pense que si je réussissais à l'aider, parce que je peux ne pas réussir à l'aider, si je réussissais à l'aider dans la concrétisation de ces projets, je pense que je pourrais rendre service à mon pays. Et il faut que je sois clair là-dedans, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est intellectuel, on ne doit pas faire la politique. Il y a des gens qui pensent que quand tu veux être libre et indépendant, il ne faut pas accepter un poste politique. Comment moi, Mistois, je pourrais me permettre de refuser une telle proposition? Quand on me dit, M. Mistois, au lieu de rester sur Facebook, vous contentez de dénoncer, viens faire des propositions concrètes, participer activement dans la construction de ce pays, et que je me permette de dire non parce que je vais rester sur Facebook pour critiquer. Donc, et je sais que je vais faire face à des critiques. Et d'ailleurs, quand j'annonçais la nomination sur mon mur, j'essayais d'être plus clair et plus honnête. J'ai dit ceci: maintenant, je ne peux pas être dedans et être à la fois. Je ne peux pas être à la fois dedans et dehors. Je ne peux pas être directeur de cabinet du vice-président et supposer être dehors pour critiquer les actions gouvernementales. Non, sinon, je suis hypocrite. J'assume entièrement le fait que je suis directeur de cabinet du vice-président Jafar Ahmed Saïd Hassan. Là, je suis dedans. Et j'assume le bilan de ce gouvernement-là. Du moins quand je suis encore là. Et je suis convaincu que aujourd'hui, j'ai un vice-président qui écoute les gens. J'ai un vice-président qui prête attention à ce que je lui dis. Ça ne veut pas dire que quand il fait autrement qu'il n'a pas prêté attention, mais au moins c'est quelqu'un qui écoute tout le monde. Quand quelqu'un écoute tout le monde, ça veut dire systématiquement qu'il écoute son directeur de cabinet. Donc quand j'ai quelqu'un qui a le pouvoir, qui exerce le pouvoir, qui me propose d'être à ses côtés pour lui faire des propositions dans le processus de développement de ce pays, que je dise non parce que je veux être dehors pour critiquer. Ça veut dire que je n'aime pas mon pays. Donc, certes, il y a des gens qui vont, avec le temps, ressentir ou vouloir ressentir des contradictions entre mes croyances personnelles et les actions qu'on va mener au niveau du ministère. J'appartiens dans un groupe. Des fois, c'est la décision du groupe qui va... C'est pas des fois, c'est d'une manière générale, c'est la décision du groupe qui va l'emporter. Et j'assume. Et pour l'instant, je ne regrette pas d'avoir dit oui au vice-président pour devenir son directeur de... Avec vous, quand vous dites que rien n'a été fait, beaucoup de choses ont été faites.
faut pas qu'on se présente comme des ingrats. Il n'y avait pas d'office national du tourisme. L'office existe aujourd'hui. Beaucoup de formations ont été faites. Des réunions à vocation régionale sont organisées au niveau du pays. Pas plus tard qu'il y a un mois, il y a eu une réunion régionale qui s'est tenue à travers l'office, comment on appelle ça, l'association Ilvani. Et c'est une réunion qui a regroupé les partenaires de la région, de l'île Maurice, des Seychelles, de la Réunion, de Madagascar. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais j'admets qu'on a encore à faire. On a encore à faire, mais nous n'avons pas le droit de remettre en cause tous les efforts déployés jusqu'ici pour donner plus de crédit au secteur du tourisme. Et je vous le dis, aujourd'hui, l'une des priorités de la vice-présidence chargée du tourisme, c'est de donner plus de valeur concrète au secteur de tourisme. Et je suis convaincu que le président Azali Assoumani lui-même donne plus de crédit au secteur du tourisme. La preuve en est qu'il a nommé au sein de cette vice-présidence une secrétaire d'État chargée du tourisme et de l'artisanat. S'il nomme une secrétaire d'État au niveau de la vice-présidence chargée du tourisme, ça veut dire qu'elle veut que le tourisme ait beaucoup plus de force. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui constituent un frein au développement du secteur touristique, tel que le problème énergétique. C'est pourquoi le gouvernement, d'une manière générale, le ministère chargé de l'énergie, monsieur le vice-président Jafar Ahmed Hassan, a donné priorité à la question relative à l'énergie, notamment l'électricité. Vous le savez, il vient de signer un contrat d'achat de groupes électrogènes à un prix de 5 milliards, une façon de venir en aide à la population comorienne à travers la Mamoué, pour retrouver un peu quand même le sourire avec des soirées et des journées à électricité. Bon, j'ai pas envie de faire le procès. Je ne connais pas les motivations qui ont poussé le gouvernement à démolir le bâtiment. Donc je ne peux pas me hasarder à donner une réponse. Peut-être ils ont eu une raison de le faire. On peut avoir raison et qu'après on se rend compte que c'était une erreur. Parce que quand ce qu'on prétendait n'est pas réalisé, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas raison. On peut prétendre avoir tel résultat et c'est l'inverse qui se produit. Ça ne veut pas dire que tu as commis vraiment une erreur. Donc il faut juger les gens bon, pas par rapport aux résultats obtenus, mais peut-être beaucoup plus par rapport à l'intention. Je ne pense pas que l'intention était mauvaise d'éraser le bâtiment de Galawa, mais comme je vous l'ai dit, je m'abstiens de tout commentaire parce que je ne maîtrise pas le dossier. Vous savez, l'artisanat, la problématique de l'artisanat, c'est une problématique qui constitue aujourd'hui un couteau à double tranchant. Pourquoi? Tout simplement parce que plus il y a des produits qui se produisent aux Comores, plus les Comoriens continuent encore à acheter des produits achetés à l'extérieur. Donc, les uns et les autres essaient de justifier leur démarche. Aujourd'hui, ceux qui produisent des produits artisanaux aux Comores regrettent le fait que le marché comorien est envahi par des produits chinois, malgaches ou autres. Et ceux qui vont en Chine pour acheter des produits qui ne sont pas made in Comoros
disent que voilà, les produits locaux coûtent trop cher et quand tu fais la demande, ça attend. Une chose est sûre, aujourd'hui, il n'y a personne qui remet en cause la qualité des produits artisanaux comoriens. Il n'y a personne. Tout le monde est convaincu que les produits artisanaux comoriens sont des produits de bonne qualité. Donc maintenant, nous, au niveau de notre vice-présidence, dès que nous avons pris les responsabilités, nous avons essayé avec Madame la secrétaire d'État chargée du tourisme de voir comment mettre en valeur tout ce qui se produit localement. D'ailleurs, les premières personnes à être reçues au niveau de la vice-présidence, ce sont des artisans. Ce sont des artisans. On a hérité un petit problème parce que quand on est arrivé là, la chambre de commerce était dans une période de transition. Et pourtant, on ne pouvait pas concrètement engager une démarche visant à valoriser l'artisanat si la chambre de commerce n'est pas opérationnelle. C'est pourquoi on a mis le paquet pour que des élections s'organisent très rapidement au niveau de la chambre de commerce. Heureusement, ces élections ont eu lieu hier et elles se sont bien déroulées. Personne ne fait confiance à la justice comorienne. Je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que chaque matin, il y a des centaines, des dizaines de Comoriens qui se présentent au tribunal de Moroni pour porter plainte. Si ces gens-là ne faisaient pas confiance à la justice, pourquoi aller porter plainte? Tous les jours, il y a des audiences au tribunal de Moroni. Si vous allez dans les commissariats de police, tous les jours, ils reçoivent des gens qui déposent des plaintes. Maintenant, vous savez que c'est un problème qui est d'ordre général. Il n'y a pas un pays au monde où on ne dénonce pas des injustices. Même Nicolas Sarkozy, quand il a été convoqué par le tribunal, il dénonce de l'acharnement politique. Même aux États-Unis, partout, dans les grandes puissances. N'en parlons plus dans des pays africains comme les Comores. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas faire un effort. Je n'ai pas envie de dire que les choses se passent merveilleusement. J'ai envie de dire, quel que soit ce qu'on fera, des anomalies seront constatées. Parce que dans tous les pays du monde, ces anomalies-là existent. Ou bien dites-moi quel est le pays où le peuple est convaincu que tout se passe bien au niveau de la justice. Il n'y en a pas. Donc maintenant, on peut supposer qu'au Comores c'est pire. Bon, je ne pense pas. Qu'au Comores c'est pire. On connaît des pays où la corruption vraiment fait loi. Au Comores, on a vu des magistrats être suspendus pour avoir commis quand même, je ne sais pas on appelle ça, mais pour avoir commis des fautes. On a vu des magistrats qui ont été écoutés par la justice. On a vu des anciens ministres. On a vu des ministres en exercice contraints à démissionner. Mais écoutez, ça ne veut pas dire que tout est rose. Mais on a toutes les raisons de croire. On a toutes les raisons de croire que changement, dans le sens positif des choses, il peut y avoir. Donc je ne pense pas que nous avons une justice aussi mauvaise qui ferait fuir des investisseurs. Je n'y crois pas. Parce que ces investisseurs-là vont dans les grandes puissances où les peuples n'arrêtent pas de dénoncer de poids de mesures. Donc aujourd'hui au Comores, nous avons ce qu'on appelle la cour d'arbitrage qui permet à deux personnes qui trouvent que le processus classique de la justice est long d'être jugées à travers la médiation, à travers l'arbitrage. Donc la cour d'arbitrage, elle est là. Elle traite des plaintes. Et cette cour n'existe pas dans beaucoup de pays. Et pourtant, cette cour-là est faite pour des investisseurs, pour des opérateurs économiques, pour des commerçants, qui ont des litiges à vocation commerciale.
Donc pourquoi ne pas venir dans un pays où, si tu ne fais pas confiance à la justice classique, il y a une justice parallèle, reconnue par l'État, reconnue au niveau des instances internationales, qui peuvent quand même vous juger. Donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'il peut y avoir des investisseurs qui ne viennent pas aux Comores pour des raisons de justice qui ne fonctionnent pas. Tu sais, depuis hier, je fais l'objet d'attaques parce qu'il y a un jeune qui a participé à ma conférence que j'ai animée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dimanche, qui a commenté, qui a révélé des propos que j'ai lancés dans la conférence, d'ailleurs que je ne regrette pas, j'assume ces propos parce que j'ai essayé de montrer que si vous êtes cadre, vous vous supposez intellectuel et vous êtes convaincu que vous avez une valeur ajoutée que vous pouvez apporter aux Comores, mais que tu décides d'aller t'installer en France, c'est un choix personnel. Mais ne continuez pas à penser que nous qui avons pris le risque de rester au pays, nous sommes les nuls et tu es le meilleur. Non. Peut-être tu as 3 doctorats. Il y a des gens qui ont 3 doctorats et qui pensent qu'ils sont les plus intelligents du monde et qui sont les plus patriotes. Ils aiment plus le pays que nous. Ils préfèrent rester en France, vendre des journaux avec ces 3 doctorats et chaque matin, devant un ordinateur, ils attaquent d'une manière subjective ceux qui se sacrifient pour son pays. C'est le paradoxe. Dans les autres pays, il faut le dire, les intellectuels qui fuient pour des raisons qui ne sont pas politiques, ils se taisent. Jamais vous ne verrez un intellectuel gabonais qui a fui le Gabon pour s'installer en France, aux États-Unis ou au Canada, que chaque matin, il se permet d'écrire des articles pour critiquer, en les jugeant de nuls, ceux qui sont restés au pays. Ça, jamais. Sauf si c'est pour des raisons politiques. Si tu es réfugié politique, tu peux le faire. Mais toi qui es libre, tu as 3 doctorats, tu veux qu'on t'appelle triple docteur. Au lieu de rentrer enseigner à l'université, tu as décidé de rester en France pour vendre des journaux ou je ne sais pas, vendre de l'essence, je ne sais pas le travail. Et que tu continues chaque matin à supposer, à penser que tu es le patriote, mais ceux qui dorment dans le noir, avec l'état des routes, avec le risque de dormir à côté d'un hôpital qui ne fournit pas les soins convenables, ce sont les lâches. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, dans la conférence, c'est vrai, j'ai lâché que si tu es convaincu, le problème c'est qu'il y a des gens qui se trouvent, comment dirais-je, ciblés par les propos et pourtant ils ne font pas partie. Hein. Moi, je ne peux pas accuser le Comorien qui a arrêté ses études au niveau primaire, ou même secondaire, d'avoir fait le choix d'aller s'installer en France, où il peut avoir un travail stable et puis bien rémunéré. Mais moi, la personne que je cible, si demain, docteur Azhar, tu as un doctorat obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, tu es médecin, si tu décides d'aller t'installer en France avec ton doctorat, c'est bon, c'est ton choix. Ça n'engage que toi, c'est un choix personnel. Mais quand tu vas là-bas, s'il te plaît, trouve à écrire que de continuer à critiquer le médecin qui a fait la même école que toi et qui a décidé d'aller rester en France pour soigner chaque matin ta mère ou ta soeur. Ça, je déplore. Et j'assume mes propos. C'est ça ce que je peux dire. Maintenant, sur le choix personnel, chacun peut. Mais moi, j'encourage les gens à rentrer. C'est un encouragement. Je n'oblige personne. C'est un encouragement. Et je le dis clairement, si tu aimes ton pays, tu ne peux pas vivre loin de lui.
je ne peux pas accepter que tu connais mieux mon pays, même si c'est ton pays, mais c'est mon pays, j'y suis, tu n'y es pas. Je peux comprendre que tu connais mieux ce qui se passe en France que moi, mais s'il vous plaît, je connais mieux les problèmes du Comorien par rapport à toi parce que je les vis. Sauf droit réservé aux gens qui viennent mener des études, hein, parce que quand tu es chercheur, tu es appelé à connaître mieux à travers ce qu'on appelle un regard exogène qui vous permet de comprendre, de voir clairement ce qui se passe. Mais si c'est parce que tu es comorien, tu es en France, tu penses que nous qui sommes au pays, nous sommes les nuls, hein? On ne comprend rien, on ne sait rien de ce qui se passe, nous sommes des lâches, nous sommes les corrompus, et que toi qui as préféré vivre dans le blanc, hein, sous la lumière, hein, pour manger les pommes et tout ce qui est bon avec des bons salaires, tu es le plus intelligent. Non, s'il vous plaît, on a fait les mêmes écoles. Et chacun a fait son choix.